Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques et directeur scientifique du Cerium et votre animateur cet automne. Nous vous proposons une série de 3 épisodes sur la montée en puissance des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Une série au cours de laquelle nous allons recevoir 3 spécialistes qui apporteront un éclairage différent sur les enjeux liés aux géants du web. We have now come to this preliminary conclusion that Amazon illegally abused its dominant position as the marketplace service provider in Germany and France. Prior to the COVID-19 pandemic, these corporations already stood out as titans in our economy. In the wake of COVID-19, however, they're likely to emerge stronger and more powerful than ever before. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Depuis quelques années, ces multinationales du numérique ne cessent de faire parler d'elles. De petites startups sympathiques à méga-entreprises du web, la montée en puissance des GAFAM impressionne, autant qu'elle effraie. En 2020, leur capitulation boursière cumulée est supérieure au PIB de grandes puissances européennes. Et alors que bien des petites entreprises souffrent de la pandémie, les GAFAM, elles, n'ont cessé de croître. Depuis la mi-mars, la valeur du titre de Facebook a bondi de près de 60 % et celle d'Amazon de 45 %, tout comme la fortune de leurs patrons respectifs, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, qui a augmenté de plus de 46 et 30 % entre mars et mai 2020. Mais depuis quelques années, leur puissance inquiète. Les scandales se multiplient. Abus de position dominante sur le marché, mauvaises conditions de travail pour certains employés, responsabilité dans la diffusion de fausses nouvelles et de contenus haineux en ligne, en plus de leurs algorithmes qui sont accusés de perpétuer certains biais discriminatoires. Sans parler de l'évitement fiscal et de l'utilisation des données des usagers à des fins politiques. Ces données, une fois disséminées sur le web, peuvent menacer la vie privée des internautes si elles sont récupérées. Déjà, en 2013, Edward Snowden dénonçait les abus de surveillance par les services de renseignement américains via différentes plateformes dont Google, Facebook et Yahoo. En 2018, c'est le scandale Cambridge Analytica qui éclate. L'entreprise est accusée d'avoir volé les données personnelles de 30 à 70 millions d'utilisateurs de Facebook dans le but de profiler les électeurs américains et de leur présenter des publicités susceptibles d'influencer leur choix pour l'élection présidentielle américaine de 2016. Le comportement fiscal des GAFAM a également fait l'objet de dénonciations. C'est que les impôts payés par ces multinationales dans les différents pays ne reflètent pas leurs profits. Plusieurs dénoncent une injustice fiscale et un manque à gagner pour les gouvernements et les citoyens. En témoignent les actuelles négociations entre les pays de l'OCDE qui, depuis quelques années, tentent de parvenir à un accord pour taxer les géants du numérique. Mais coordonner une action multilatérale pour faire face à ces Goliaths du web est loin d'être une tâche facile. Pour ce premier épisode, nous recevons Elira Nano, ou Eda, informaticienne libriste et militante au sein de l'organisation La Quadrature du Net. Nous allons parler de l'influence des GAFAM sur nos vies. Bonjour Eda, bienvenue à Arrêt sur le monde. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter rapidement La Quadrature du Net? Alors, La Quadrature du Net est une association française qui œuvre pour la défense des libertés numériques sur Internet et ailleurs. Elle a été créée officiellement en 2008, dans les faits un petit peu avant, donc je vous invite à voir l'histoire de la création de la Quadrature du Net sur la page Wikipédia. C'était à l'occasion à l'époque de la loi Hadopi et depuis elle œuvre régulièrement sur les grandes lois qui sont votées en France et aussi sur l'actualité en général en ce qui concerne la neutralité du net, en ce qui concerne la lutte pour les libertés numériques où qu'elles soient. Alors justement, l'enjeu principal de plusieurs lois en Europe, mais aussi ailleurs, c'est la protection des données personnelles des internautes. Nous sommes au moins quelques milliards sur Facebook, même mon chat est sur Facebook, et on observe que ça suscite énormément d'intérêt de la part des GAFAM. Pourquoi est-ce que nos données sont-elles si intéressantes pour les GAFAM? Alors, d'abord, nous ne sommes pas tous sur Facebook. Nous sommes quelques-uns à résister encore et à ne pas forcément y être et à essayer d'éviter les GAFAM. Donc, juste pour rappeler, je ne sais pas si vous l'avez dit, GAFAM, c'est Google,
Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Eh bien, nos données sont intéressantes pour les GAFAM parce que, tout d'abord, le modèle économique des GAFAM est la publicité. C'est vraiment le point d'entrée principal d'argent des GAFAM, de toutes les GAFAM. Et cette publicité, nous sommes les premiers clients de cette publicité. Et du coup, donc, c'est doublement intéressant parce que plus nous allons utiliser les GAFAM, plus nous allons être en contact et voir cette publicité-là. Et d'autre part, plus nous allons utiliser les GAFAM, plus les GAFAM vont en savoir plus sur nous, sur nos habitudes, sur nos cercles d'intérêt, sur nos cercles d'amis, sur notre âge, sur notre localisation, sur nos possibles envies de consommation. Du coup, toutes ces données ensemble vont faire que nous sommes la cible privilégiée pour ces publicités-là. Donc, il faut savoir que Google est vraiment de loin l'acteur principal de la publicité sur Internet. Facebook vient vraiment pas très loin. Amazon, son modèle économique est la vente. Donc, connaître notre personnalité, connaître nos envies, essayer de prévoir même ce que nous allons consommer dans le futur ou ce que nous pourrions consommer est vraiment intéressant pour Amazon pour qu'elle puisse nous l'offrir le plus rapidement et le plus vite possible. Et de même pour Microsoft, qui va essayer de nous vendre ses différents services. Et Apple pareil. Nous sommes des cibles très intéressantes de consommation pour toutes les GAFAM. Alors, derrière tout ça, il y a les fameux algorithmes qui permettent d'identifier de manière très, très fine, justement, nos habitudes de consommation et ensuite de nous proposer des services ou de revendre à des publicitaires nos informations. En quoi est-ce que les algorithmes peuvent être problématiques du point de vue de notre vie privée? Alors, c'est pas les algorithmes en eux-mêmes qui sont problématiques. Enfin, un algorithme, c'est quelque chose de très bête. C'est comme une recette de cuisine. En gros, un algorithme, c'est une recette qui dit, dans ce cas-là, vous faites ceci, dans ces conditions-là, vous faites plutôt cela. Si jamais vous rencontrez telle ou telle difficulté, vous faites plutôt ça, etc. Donc, c'est vraiment une simple recette de cuisine très bête. On ajoute des œufs, on ajoute un peu de ci. Si on n'a pas de sucre, on met un peu de sirop d'érable, etc. Donc, l'algorithme en soi n'est pas un problème. C'est l'humain qui est derrière, qui crée cet algorithme-là et qui dit à la machine, à travers cet algorithme-là, ce qu'elle doit faire. Donc, c'est pas pour autant que les algorithmes sont neutres ou la technologie en général. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est nous qui faisons les algorithmes. Et dans ce cas-là, on parle des GAFAM. Donc, c'est les GAFAM qui déploient ces algorithmes sur nous, sur nos données, sur nos personnes. Et donc, du coup, c'est leur décision. C'est la décision humaine derrière, des dirigeants et aussi des gens qui vont faire les GAFAM, qui vont décider un petit peu ce qu'il y aura derrière ces algorithmes-là. Et derrière ces algorithmes-là, comme je l'ai dit, la technologie, le numérique, les algorithmes en général ne sont pas neutres. On peut faire vraiment des choses extraordinaires avec ces algorithmes-là, et de façon assez opaque, assez difficile à comprendre parce que techniquement, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'il y a derrière ces plateformes-là, d'autant plus qu'elles ne jouent pas vraiment sur la transparence et que toutes les régulations, justement, au niveau des États, au niveau européen, elles sont arrivées un peu trop en retard vis-à-vis de cette opacité. On l'a su beaucoup trop tard que nos données en fait étaient aspirées par ces plateformes-là et qui se faisaient des choses derrière qui n'étaient pas forcément dites, même pas dans les termes d'utilisation, dans les conditions d'utilisation, terms of service, c'était pas clair. Donc, avec le temps, on fait on essaye en fait d'obliger ces plateformes à de plus en plus de transparence, mais elles essayent toujours de trouver des astuces, des algorithmes qui vont au-delà pour essayer de deviner ce qui va se passer. Par exemple, c'est peut-être mieux avec un exemple concret.
On sait que, par exemple, Facebook va essayer de prévoir l'avenir en se disant, par exemple, des choses comme « Oh, ça fait 2 semaines que telle personne chatte beaucoup via Facebook Messenger avec telle autre personne. » Donc, il va essayer de deviner, donc du coup, de faire de se dire, puisqu'ils chattent de plus en plus ensemble, ces 2 personnes ont des chances de sortir ensemble, de former un couple dans les 2 semaines à venir. Donc, Facebook, l'algorithme de Facebook va parier sur ça et va intégrer cette information-là dans sa base de données, dans son réseau arbre de réseau social qu'il fait de nous, et va donc essayer de nous faire des pubs jointes avec cette personne ou autre chose de joint pour profiter au mieux de cette nouvelle relation sur laquelle il va miser. Et donc ça va se faire avant même que nous sachions si nous allons sortir ou pas avec cette personne. Et si Facebook se trompe, tant pis, il va le savoir très vite puisque les messages, le flux de messages va s'arrêter entre ces 2 personnes. Et s'il se trompe pas, il aura fait un pari gagnant. Et ça peut venir affecter nos propres comportements, j'imagine, parce qu'il peut y avoir aussi une prophétie autoréalisatrice. Si vous recevez de la publicité qui tend à vous rapprocher de la dite personne, évidemment, il y a moins de liberté, pourrait-on dire, individuelle. Exactement. Là, on va prendre un exemple. On va prendre Amazon en exemple. Amazon va dans ses algorithmes, elle va analyser ce que nous avons consommé par le passé, va analyser à travers les différents trackers qui vont opérer sur toute notre session Internet, pas juste quand nous sommes sur Amazon. C'est-à-dire si nous avons quelque part un onglet ouvert avec Amazon dessus où nous nous sommes connectés, Amazon va être capable de nous traquer ailleurs, dans les autres onglets, lorsque nous faisons des recherches via Google ou via d'autres moteurs de recherche. Elle va pouvoir nous traquer parce que des trackers des GAFAM, il y en a partout, sur tous les sites, pratiquement partout. Et donc, elle va pouvoir nous traquer, elle va pouvoir voir quelles sont les recherches qu'on fait sur Internet, quels sont les sites sur lesquels on s'arrête, et va donc du coup créer de nous un profil qu'elle va de plus en plus augmenter et va du coup nous proposer des produits à consommer, des produits en consommation, qui vont être en accord avec ces recherches-là. Et donc, nous, on parle d'enfermement dans une bulle numérique sans le vouloir. En fait, Amazon va décider pour nous quelles sont les choses qui nous correspondent le plus, qu'on a le plus de chances d'acheter. Elle va donc nous proposer un petit peu les mêmes choses sans sortir de notre confort, sans essayer de nous heurter. C'est pas le but d'Amazon. Le but d'Amazon, ça va être dans ce cas-là qu'on consomme le plus vite et le plus possible. Donc, on sera enfermé comme ça dans une bulle où on n'aura que certaines choses qui nous seront proposées et pas d'autres. C'est pour ça que c'est important de rester alerte et de sortir le plus possible de ces prédictions-là et de cette bulle qu'on aura créée de nous. Et de ne pas se faire influencer et dériver dedans, pardon. Non, j'ai mentionné justement en introduction que vous étiez libriste. Peut-être vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Alors, je suis également dans une association qui s'appelle l'April en France, qui est l'Association nationale de défense et de promotion des logiciels libres. Et donc, l'April et la Quadrature du Net sont très complémentaires parce que justement, à l'April, on va promouvoir les logiciels libres et on va promouvoir cette culture alternative à ces monopoles économiques propriétaires. Je vais rappeler très rapidement ce que c'est un logiciel libre. C'est un logiciel où le code est disponible, c'est-à-dire on sait exactement ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière dans ses entrailles. Les algorithmes sont publics. Donc même s'ils ne sont pas lisibles par tout le monde, la communauté des informaticiens qui sont capables de les comprendre est suffisamment grande pour qu'ils puissent être vus, revus, corrigés. Une autre particularité du logiciel libre, c'est qu'on peut en faire des copies, les utiliser librement. C'est pas forcément gratuit, mais l'argent, en tout cas, n'est pas un frein pour avoir accès au logiciel libre. Donc, le code est là, le logiciel est là, on peut y accéder. Cela ne nous empêche pas de faire un don, de soutenir d'une façon ou d'une autre ce logiciel-là, soit par un don, soit par une campagne de financement, soit en y mettant du temps, en y consacrant du temps pour son développement ou pour des choses autour, de la traduction, etc. Et donc, c'est quelque chose auquel ce n'est pas l'argent qui décide de l'accès au logiciel libre. On peut copier, on peut modifier et redistribuer, l'améliorer, changer des petites choses. Et la culture du libre, justement, va s'inspirer de cette définition du logiciel libre pour remplacer le terme logiciel par
un peu de tout en fait, par une œuvre artistique libre, par une œuvre culturelle libre, une œuvre éducative libre, par on a les semences libres aussi, la notion de semences libres. On sait par exemple qu'il y a des semenciers mondiaux très connus qui vont breveter les semences et qui vont faire en sorte qu'on ne puisse pas accéder librement à des semences de maïs. Et bien, on a un mouvement de semences libres qui s'inspire du logiciel libre. On a ce mouvement de médicaments libres, des médicaments donc qui ne sont pas brevetés et qu'on peut fabriquer nous-mêmes dans notre petit laboratoire ou dans notre Fab Lab, laboratoire de fabrication citoyen du quartier. Donc, c'est un mouvement en fait qui vise à rassembler les gens autour de la coopération, le partage, la liberté d'utiliser, de modifier et de redistribuer ensuite les choses. Donc, c'est vraiment beaucoup plus large que le logiciel. Ça va au-delà. Et il y a quelque chose d'intrinsèque à logiciel libre qui est donc cette communauté, cette participation, collaboration, co-création qui fait que on va porter l'accent sur les communs, sur le bien commun. Donc, de la même façon que l'eau, la terre, le soleil sont des biens communs physiques, l'Internet est un bien commun. Donc, il faut en prendre soin, il faut qu'on évite les monopoles, il faut qu'on évite d'être traqué, d'être utilisé, que nos données soient utilisées à notre insu pour des choses dont nous ne sommes pas suffisamment d'accord, et créer ensemble des choses utiles à tout le monde, comme par exemple Wikipédia. C'est un bel exemple de co-création collaborative libre, comme OpenStreetMap, qui est un peu l'équivalent de Google Maps, mais en carte collaborative fait par tout le monde, pour tout le monde, et qui est libre. Donc, je pourrais en parler pendant des heures, donc il faut que tu m'arrêtes. Oui, Voilà. on vous sent très, très inspiré, mais jusqu'à maintenant, on a parlé de la vie privée, d'un modèle capitaliste et de son alternative. Ce sont des sujets qui sont, j'ai l'impression, très dominants en Europe. De ce côté-ci de l'Atlantique, on parle peut-être davantage de la propagation des fausses nouvelles et du contenu haineux, notamment l'activité de Facebook et de Twitter, donc qui ont été critiquées à de nombreuses reprises. Par exemple, lorsque Facebook a été lente à réagir après la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Quelle est la responsabilité de ces entreprises quant à la modération du contenu qu'elles présentent sur leur plateforme? Et est-ce que les initiatives qui sont proposées actuellement par ces dites entreprises pourraient mener à des dérives, selon vous? Oui, donc en Europe, nous avons eu aussi ces débats-là. En France, notamment, nous avons eu la loi Avia récemment, qui consistait en fait c'était une proposition du gouvernement qui consistait à censurer le contenu en ligne, des contenus haineux ou extrêmes. Et en fait, ce qu'on remarque dans toute l'Europe, parce que la loi Avia elle a un équivalent européen qui va être bientôt proposé, qui a été proposé et qui va être débattu à la Commission européenne. Donc, ce qu'on remarque, c'est que tous les gouvernements européens essayent de déléguer en fait cette censure ou cette régulation vers ces acteurs privés. Donc, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec la loi Avia en France, déléguer donc le pouvoir de censure aux GAFAM et aux grandes plateformes de l'Internet. Or, ces grandes plateformes de l'Internet, elles ont un but, c'est un but économique, et elles n'hésitent pas à censurer à tort et à travers dans ce but-là. On a vu, par exemple, on le sait, que Google, que Facebook sont différents en Chine. Ils sont adaptés au public chinois et ils coopèrent avec le gouvernement pour opérer une censure. On sait que Google, Facebook coopèrent avec le gouvernement de dictature en Iran lorsque celui-ci veut arrêter les manifestations à son encontre. Donc, ces plateformes-là ne vont pas hésiter à censurer pour avoir un appui politique dans différents pays pour pouvoir continuer à asseoir leur modèle économique qui est donc basé sur un profit économique. Donc, maintenant, faire ça en Europe, nous pensons à la Quadrature du Net et à l'April également que c'est une responsabilité citoyenne, c'est une responsabilité de l'État, cette régulation-là, et qu'elle ne doit pas être laissée aux mains de ces GAFAM-là, parce que ce n'est pas leur rôle, parce que ils n'ont pas leur mot à dire
vu que leurs intérêts sont purement économiques et de pouvoir politique et d'asseoir un pouvoir pour que cette économie puisse bien marcher pour eux. Donc, on ne peut pas prétendre que ce soit eux qui fassent cette censure ou cette régulation plutôt. Donc, par exemple, je prends un exemple tout bête. Nos gouvernements, partout en Europe, ils n'ont pas de canal propre officiel pour parler. Ils sont tous sur Twitter, par exemple. Maintenant, moi, en tant que citoyenne, si mon gouvernement me disait je suis sur un équivalent de Twitter libre qui s'appelle Mastodon, nous avons mis en place un serveur Mastodon au sein du gouvernement. Il est géré par nous, chez nous, dans nos bureaux, donc en France, et par le gouvernement lui-même. Et notre compte officiel va être sur ce serveur-là et va être sur ce Mastodon-là, qui est un logiciel libre, etc. Donc, vous pouvez être sûr que quand je vous parle à travers ce compte-là, je suis moi le gouvernement, je suis moi votre ville, votre mairie, etc. Et vous pouvez être sûr que c'est moi qui vous parle. Je ne suis pas sur Twitter, donc mon identité ne peut pas être usurpée parce que je suis maître de ce serveur-là. Donc il pourrait commencer par quelque chose de très bête comme ça, c'est parler aux gens à travers une instance souveraine et qu'ils auraient mis en place. Or, ce n'est pas le cas. Tout le monde est sur Twitter, les serveurs sont aux États-Unis et ils sont les premiers utilisateurs donc, de ces plateformes auxquels ensuite ils demandent d'effectuer cette régulation. Mais ils ne peuvent pas réguler. Par exemple, on a eu ce grand scandale à une époque sur YouTube qui a commencé en fait pour faire plaisir aux annonceurs et aux publicitaires, qui consistait à censurer tous les mots par rapport à la communauté LGBT. Donc tous les mots qui ne sont pas du tout vulgaires, mais les mots comme transgenre, lesbien, homosexuels, etc. Ils étaient censurés parce que les publicitaires n'avaient pas envie d'être associés à cette communauté-là. Et en fait, on a remarqué que tous les gens qui parlaient de ces questions-là de façon tout à fait correcte, ils étaient démonétisés et leur chaîne YouTube ne marchait plus d'un coup. Donc, il y a eu un grand mouvement à l'époque. Donc, c'est pour vous dire que c'est la logique de l'argent et de l'intérêt politique et économique qui va jouer sur ces plateformes-là. On ne peut pas leur demander de faire une régulation. Donc, la première des choses, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités, fasse de l'éducation et qu'il arrête de demander une censure et de faire glisser la responsabilité de la censure vers les plateformes privées. Alors justement, le temps file, mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question. On a parlé de l'utilisation par ces plateformes de nos données à des fins commerciales. Vous avez évoqué aussi qu'elles sont utilisées à des fins politiques. Il y a eu le scandale Cambridge Analytica, par lequel une entreprise a utilisé les données personnelles pour essentiellement non seulement informer des candidats aux élections, mais aussi influencer politique. Alors, face à toute cette connaissance que nous avons et que moi-même j'ai aussi, et pourtant nous continuons à utiliser ces plateformes. Pourquoi, à votre avis, qu'est-ce qui explique leur pouvoir d'attraction et leur résilience face à tous ces scandales qui ont émergé au cours des dernières années? Alors, effectivement, c'est difficile, c'est de plus en plus difficile de sortir des GAFAM. C'est devenu assez probant dans nos vies. Le fait de ne pas être sur Facebook crée une sorte de mise de côté sociale, souvent. Il y a un philosophe qui s'appelle Bernard Harcourt qui dit que, en fait, on a parlé de 1984 et George Orwell, de société de surveillance, etc. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Ces mécanismes de surveillance généralisée sont basés sur notre plaisir, sur notre envie d'y être, sur l'instantanéité, sur nous sommes trop habitués en fait à ces plaisirs instantanés des GAFAM et de ces grandes plateformes. Donc c'est sa thèse, et que du coup on aime bien en fait se prendre des photos et les poster tout de suite sur Instagram, avoir cette immédiateté d'être vu partout, d'être liké, d'avoir des pouces, etc. Donc c'est quelque chose qui est basé sur notre plaisir, mais qui derrière nous prend en fait des libertés, des choses, sans que nous on s'en rende compte. Donc c'est important qu'on ait cette prise de conscience que
que c'est pas facile de sortir de ces plateformes-là. Effectivement, c'est très facile d'aller sur Amazon, de faire ses courses dessus. On y trouve un tas de choses. Et on va pas dire que ça marche pas bien. Au contraire, ça marche très bien. Il y a à peu près tout sur la plateforme. Mais maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, nous. Qu'est-ce qu'on veut comme futur, qu'est-ce qu'on veut comme monde. Il faut un petit peu réfléchir. Et c'est triste parce que la responsabilité semble retomber sur nous. C'est pour ça que nous, nous les libristes, on dit toujours, ne culpabilisez pas, c'est pas de votre faute, tout est fait en fait. Les algorithmes sont faits pour que votre attention soit captée. Et c'est très très difficile de pas y succomber, même pour nous, on est vraiment conscient de ça. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut qu'il y ait un mouvement qui vienne déjà des États, donc qui vienne des écoles, qui soit vraiment très large et qui puisse en fait faire en sorte que pour nous, ce soit plus facile. C'est comme pour l'écologie. S'il n'y avait pas en place un système de tri des déchets ménagers, si les États ne se seraient pas organisés pour le mettre en place, il n'y en aurait pas eu. C'est pas les entreprises privées qui l'auraient fait, et c'est pas nous tout seuls qui aurions pu, malgré tout l'effort du monde, aussi facilement faire un système global de tri à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Donc c'est important que les gouvernements s'engagent, que l'Union européenne s'engage et que vraiment il y ait des vraies choses fortes faites par les instances qui nous dirigent, et aussi l'éducation est très importante pour que nous puissions nous en sortir. Voilà. Merci Eda pour cette analyse et pour cet appel à l'action aussi. C'est ce qui conclut ce premier épisode sur les GAFAM. Rendez-vous sur nos réseaux et on verra si on peut les élargir au réseau libre pour les prochains épisodes. En attendant, merci d'avoir été des nôtres. Merci à Savoir Média, le Cerium et l'Agence France Presse qui nous permettent pendant quelques instants de faire avec vous un arrêt sur le monde. À très bientôt.